Vendredi 4 juillet, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Grande-Bretagne 2025, le Grand Prix qui se déroulera du côté de Silverstone en Angleterre. C'est-à-dire qu'au cours des prochaines minutes, on vous rassemble le plus d'informations possible pour que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Et il y a seulement qu'au F1 Podcast que ce qui rime avec vendredi, eh bien, c'est François Goulet qui est l'analyste descripteur des courses de la Formule 1 pour la GTCQ.TV, mais avant tout, un pilote de division élite pour nos amis de la Team FSR. François Goulet, bon vendredi. Bon vendredi, si t'avais vraiment voulu faire un poème et des rimes, t'aurais dit François Gouletski qui rime avec vendredi. Oh, bien, tu me T'as donnes passé quasiment le à goût. Tu me donnes quasiment le goût de recommencer, là. Mais non, on ne recommencera pas parce couper! que Tch, paf! OK, non, non, bloopers, on ajoute ça avec celui de la semaine dernière où j'ai dit Ouais. qu'on était déjà lundi avant même d'avoir débuté ce week-end de course-là. Parlant de week-end de course, on en a tout un Mhm. classique pour les puristes comme les François Goulet, les Martin Simon, les Kevin Fontaine, les Jean-Christophe Train et compagnie du F1 Podcast. Eh bien, c'est sûr que nous, les Grands Prix comme ça vient nous chercher. Euh, Quoi de mieux qu'un Grand Prix qui a, on peut quasiment dire, qui a participé à la naissance de la F1, à l'ADN de la Formule 1 en Silverstone. Le premier Grand Prix avait eu lieu là, Ouais. d'ailleurs. Mais avant qu'on tombe là-dedans, qu'on commence le week-end de course, on a nos bonnes habitudes au F1 Podcast. Notre but, c'est toujours de donner le plus d'informations possible pour que nos auditeurs puissent profiter pleinement du week-end de course. Donc, on va y aller avec l'actualité. Il y en a beaucoup. Il y a des dossiers qui sont. On fait des suivis sur les mêmes dossiers à chaque Oui. semaine. Fait que, on déroge pas de ces bonnes habitudes-là. Mais avant, pour rappeler que cet épisode du F1 Podcast, c'est une présentation de Descoeurs Incorporé, une entreprise qui sont des leaders dans le domaine de la conception d'escaliers, mais aussi dans la vente de matériel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour en embellir une, mais aussi en rendre une sécuritaire, eh bien, c'est Descoeurs Incorporé que ça vous prend. Vous pouvez de Laval à Tremblant solliciter leur service pour un service humain et sur mesure. Et là, de plus en plus, là, l'été s'installe. Déjà, le mois de juillet, ça passe vite. On veut rendre les cours encore plus belles. On veut aussi les rendre sécuritaires. Donc, il faut faire affaire avec des experts. Les fils électriques puis tout ça, là, je sais pas pour toi, François, là, mais moi, quand je vois du monde commencer à sortir leurs gros escabeaux puis décider de couper des arbres puis tout ça, Hi! ouais, ouais, c'est ça. Non. Ouais, je suis nerveux pour eux autres. Il y en a des fois, je me dis qu'on prend même pas le temps de demander une petite soumission puis de voir le risque que je suis en train de prendre là. Est-ce que ma vie vaut plus que d'engager un expert, justement, comme les experts de Labellet? Ben, eux, ils sont spécialistes là-dedans, que ce soit bien sûr pour les haies, le non-dit, mais aussi pour les arbres. Ils ont aussi des capsules fantastiques sur leurs réseaux sociaux. Je vous invite à les suivre. Ils donnent des petits conseils aussi gratuits. Des fois, ça peut aider les gens à les éclaircir, puis ça peut donner aussi le goût de les embaucher parce qu'ils ont l'air très, très bons dans ce qu'ils font. Puis moi, je peux vous le confirmer que ils sont très, très forts dans leur domaine. Donc, Label Est, ils ont aussi un site Internet. Je vous invite à aller rejoindre ça. Si vous n'avez pas les coordonnées, les informations, j'ai parlé trop vite. Des fois, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Juste à faire un petit message au F1 Podcast, puis ça va me faire plaisir de vous donner tout ça par écrit. Donc, on parlait de l'actualité, François. Je disais que fallait passer par là, puis c'est toujours un moment intéressant que je trouve avec toi à chaque semaine, de faire un petit résumé de ça, de voir un peu comment tu as vécu notre semaine sans Ben course oui. ou en attendant l'autre Grand Prix. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de lancer le premier sujet avec quelque chose que tu as vécu, quelque chose que j'ai Mhm. vécu aussi, c'est-à-dire le film F1, F1 de movie pour la version anglaise. Pour ma part, je suis allé dans la version originale, toi aussi. J'étais Oui. curieux de savoir, dans le coin de Québec, des films en anglais, est-ce que c'est assez facile à trouver ou il faut que tu cherches un peu comme moi là, dans le coin de Blainville? Il a fallu que je me dirige vers Laval, là. Ah oui, ben je suis surpris surtout que tu habites dans une région où quand même dans la région de Montréal où la langue anglophone est quand même beaucoup plus présente qu'ici à Québec. Mais à Québec, Euh, on n'a pas nécessairement besoin de chercher longtemps avant d'en trouver, mais c'est surtout les horaires qui sont peut-être un peu moins cléments. Puis par hasard, on s'est dit le même jour, hey, je m'en vais à F1 ce soir. Hey, moi aussi. Fait que 22 heures pour moi, 20 heures pour toi. Moi, c'était très tard quand même, mais c'était au cinéma IMAX de Québec. Une belle représentation. Il y en avait une à 15 heures sinon. Mais non, c'est pas si compliqué, mais il y en a pas des tonnes.
Mais moi, je tenais à voir ça. Je sais que j'ai entendu beaucoup d'auditeurs qui m'ont dit que c'était tellement le fun d'avoir Pierre Houd puis Bertrand Houd qui font les voix en français. Puis bien sûr, je vais sûrement, par curiosité, essayer de le voir là, quand ça va sortir sur Apple TV, Ah là, oui. d'aller voir ça. Je sais que c'est un film que j'ai déjà envie de réécouter, donc ça vous donne un peu un aperçu de ce que j'ai pu ressentir en écoutant ce film-là. Le mot que j'ai réussi à trouver pour le mieux vulgariser, c'est fier. J'étais fier de voir ce qu'on avait fait. Euh, c'est ma passion, la Formule 1, c'est la même chose pour toi, c'est une passion qu'on a en commun. Mhm. Toi, je pourrais même étaler ça au sport automobile en général. Mais c'est pas toujours évident de rendre quelque chose au cinéma, de rendre ça grand public. Je le répète encore, j'ai des gens qui m'ont écrit des critiques aussi, qui m'ont dit, ah, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Le film n'a pas été fait pour nous. Le film n'a pas été fait pour les Non. partisans de F1. Il a été fait pour qu'on soit capable de l'apprécier aussi. Mais le but, c'est de rendre ça grand public. Puis je trouve que dans ce temps-là, c'est très dangereux. Lorsque tu veux rendre ça grand public, tu peux aussi dénaturer ce que c'est vraiment. Puis j'ai fait des comparaisons dans la dernière semaine, justement, notamment dans ma chronique à la radio CNV, comme quoi que le Mighty Ducks, là, ça a été un grand Ouais. succès. Un J'ai grand entendu succès de ça. film de hockey, mais ça a été pas mal dénaturé. Le grand V, on l'a pas vu Ouais, pas encore. de grand V en Ligue nationale. Non. Slapshot, moi, Dieu merci, j'ai jamais vu un joueur se déshabiller à la fin d'un match puis commencer à lancer ses parties d'équipement dans la chose, sauf que ça reste que le film Slapshot est toujours un classique qui a marqué l'histoire qui a vraiment donné envie à des gens de jouer au hockey. Même chose pour les Mighty Ducks, même chose pour les Boys au Québec, qui sont pas nécessairement, même si des fois c'est très près de la réalité, les Boys, à certains endroits, dans Ouais. certaines ligues de garage. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que faut pas aller là puis penser que tout va être identique au sport, sauf que j'ai trouvé qu'on a quand même fait attention que ça reste représentatif à l'ambiance d'un Grand Prix ou à l'ambiance d'un week-end de course. Ben, tout à fait. Tu sais, puis faut l'approcher, faut l'aborder de cette façon-là. En allant là, nous, et en connaissant quand même beaucoup ce sujet-là, il fallait mettre un peu notre cerveau en mode film et plaisir. Parce que si on s'attarde à toutes les petites choses qu'on dit, ah, ça se peut pas ou quoi que ce soit, je pense qu'on n'aurait pas eu autant de plaisir. Donc, j'ai bien aimé ça. Je trouve que justement, pour un public qui, justement, s'introduit à la F1, plus néophyte un peu, on explique bien le pourquoi du comment, si tu veux, hein. Donc, Oui, on comprend un peu pourquoi ils le font. Donc, toutes ces explications-là qui viennent lors d'un Grand Prix, ah, OK, il arrive ça, ben, c'est pour ça, etc. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la F1 va arriver dans un Grand Prix et va déjà savoir beaucoup de choses qu'ils auraient appris, bien sûr, si seulement ils avaient été attentifs lors d'un Grand Prix. Là, maintenant, ils ont déjà cette introduction-là. Ça a été super bien fait. Évidemment, je dois quand même soulever deux, trois choses qui m'ont frappé, là. Jamais on va voir un hélicoptère voler en rase-motte au-dessus d'un circuit lorsque des voitures sont là parce que ça te ferait des turbulences incroyables. Il y a aussi les Formule 1 qui ont le pouvoir de téléportation, d'aller d'un Grand Prix à l'autre. Mais la chose, vous ne me ferez jamais croire la chose la plus invraisemblable que j'ai vue, qu'un homme peut dormir avec sa montre et être confortable, surtout après avoir fait Coochie Coochie avec Stacey Herman Trout. Donc, voilà. C'est la chose qui m'a le plus marqué, moi. Dormir avec sa montre, là, je me dis, ah non, là, ce film-là vient de ben prendre moi une je tournure. dors avec ma montre, que je sais C'est pas. vrai? Oui, fait que peut-être que je vais te faire mentir, ou peut-être que j'ai Ah, du Brad Pitt à l'intérieur de moi, dans le fond, dans ma ouais, ouais, façon. ouais, J'ai tout ouais. un J'ai côté trouvé ça Brad drôle. Je Pitt. dis, pourquoi il y a sa montre? Moi, je dors avec ma montre, mais Euh, c'est une montre intelligente, ça donne des statistiques. ah, OK. Si En tout ça te cas, donne des statistiques sur j'ai ton ce sommeil. défaut-là. Ben, si je peux enlever peut-être une erreur du film en parlant de ça, peut-être que je l'ai réussi à le faire. Euh, Mais ce que je veux dire, moi, tu sais, c'est sûr que ouais. je l'ai dit à des amis, je peux faire une liste, là, je pourrais me prêter au jeu puis dire, Ah, comme le modèle, tu sais, on a ça a semblé d'être vraiment un modèle standard qu'on avait dans la soufflerie. mhm. J'imagine que pour le cinéma, ça se prêtait mieux à l'image de voir une Oui, vraie oui. F1 dans le tunnel devant, mais en F1, on n'a pas le droit de ça, là. On a le droit d'aller, c'est des modèles réduits qu'on doit mettre, aller jusqu'à 60%. Donc, ben, encore là, est-ce que ça a été assez pour que je commence à m'insurger, puis je me lève, puis je vais le quitter le cinéma? Pantoute, là, pantoute. Non, non, bon divertissement, C'est puis ça. tu sais, chapeau, puis c'est ça que j'ai aimé, on en avait parlé toi et moi hors micro, mais tout l'aspect technique de la chose, on voit moins ça souvent, hein, le travail en simulateur, Ben la oui. soufflerie, tout ça, dont on a vraiment une immersion là-dedans. Et on peut le voir là, lors de certains reportages, mais j'avais comme l'impression d'être
plus à l'intérieur de ça. Donc, je recommande à tout le monde d'aller le voir sans aucun doute. Au cinéma aussi, hein, c'est un film qui est fait là, vraiment pour être vu sur grand écran. Puis oui, on va l'écouter en français pour voir le travail que Pierre et Bertrand nous ont fait parce qu'ils nous accompagnent quand même depuis quoi, 1993. Donc, je suis content qu'ils les aient pris là, pour faire ça. Prochain film de F1, ce sera nous autres, Marc. Oui, le F1 podcast sera la description. Moi, j'ai fait des blagues à tout le monde. Tu penses-tu qu'il va en avoir un 2? Je dis oui, il va s'appeler F2. Excellent. Gars qui comprend pas Euh, le principe elle est des chiffres. bonne. Ouais. Elle Ben, est en tout cas, très bonne. tout ça pour dire, moi, c'est ça. Si j'avais une note à donner, j'irais pour un 9 sur 10. La seule raison pour les notes parfaites, des fois, je la regarde ça pour les grands classiques du cinéma. Mais je pense que un moment où ce que les cinémas en arrachent, là, on se le cachera pas, là, c'est Mhm, les gens avec tout ce qu'on a à la télé maintenant pour écouter la télévision sur demande, toutes ces choses-là. C'est le genre de film, tu fais bien de le dire. Si vous avez un moment dans une journée, 2 heures et demie, 3 heures à consacrer à un divertissement, avoir un petit montant à débourser quand même, c'est de plus en plus cher aller au cinéma, là, une vingtaine de dollars pour le mhm, voir en AVX ou peut-être un peu plus pour le voir en IMAX, ça vaut la peine. C'est le genre de film qui incite les gens à se déplacer vers le cinéma. Les statistiques le montrent. On dépasse déjà les 170 millions de revenus. C'est peut-être rendu encore plus loin que ça, là. C'est des chiffres du 1er juillet. Donc, pour le premier week-end, record pour un film de sport, record pour un film de Brad Pitt, record pour une production Apple TV. C'est ça. On a fait que battre des records. On attire des gens à venir, à retourner au cinéma et vivre cette émotion-là. Donc, c'est bien fait. Pendant ce temps-là, on a un film comme Jurassic World aussi qui sort. Donc, les deux mhm, vont se disputer un peu les billets au box-office, mais c'est quand même très intéressant. C'est une victoire pour la F1 en général. C'est une victoire pour nous, même pour F1 Podcast, parce que je suis mhm. persuadé qu'on va avoir des nouveaux auditeurs à cause de ce film-là. Ça a piqué la curiosité. J'ai déjà eu des questions face à la soufflerie. Tu te disais, on a montré les bouts techniques, puis même moi, j'étais content de voir ça parce que c'est quelque chose qui est très secret, bien Mhm, entendu. On verra pas McLaren nous ouvrir les portes. Venez voir comment on développe notre voiture. On va tout vous montrer ça parce que c'est pas juste nous qui va regarder là, Mercedes, Ferrari, Red Bull vont s'en donner à cœur joie de regarder ce reportage-là et de voir ce qu'on fait. Donc c'est des portes closes. Normalement, on veut pas montrer ça. Même chose pour les simulateurs. On veut pas montrer comment on reproduit notre course, nos petits simulateurs. C'est toujours un peu secret. Mais là, on a vu à quel point pour les gens qui avaient jamais eu la chance de se l'imaginer ou de voir ça, à quel point c'est très bien développé, que c'est bien fait. Donc, tout ça pour moi, c'est vraiment. Moi, j'étais allé pour 9 sur 10. Toi, t'avais-tu une note? T'avais-tu pensé à quelque chose là-dessus sur un 10? Ah, ben non, je m'étais pas prêté au jeu, donc je te reviendrai avec ça plus tard. Hein. Parfait, pas de problème, pas de problème. Je te dis, moi, peut-être que je suis trop généreux, mais en même temps, je me dis, le but, c'était de réaliser. Moi, je le voyais toujours comme un infopub. Le but, c'était de faire un infopub pour la F1. Puis pour moi, quand le monde applaudit à la fin d'un film, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Quand les gens sortent avec des sourires, puis t'as une foule autant diversifiée qu'on avait ce soir-là à 8 heures le soir en pleine semaine, toi à 10 heures aussi. Mhm. Pour moi, c'est mission accomplie. On a même surpassé ce qu'on avait fait avec Drive to Survive pour moi pour donner une vitrine à la Formule 1. Moment fort de la soirée, je ne sais pas si tu as eu la même chose de ton côté à Québec, mais la bande-annonce du film Villeneuve. Non, je n'ai pas eu ça. Ah, Je n'ai pas eu ça, malheureusement. Oh mon ouais. Dieu, je suis jaloux même. Ça a été un grand coup. J'essaierai de vous la partager sur notre page J'ai fait un podcast. Je suis certain que les gens sont curieux de voir ça. Mais ça, j'ai trouvé que ça a été un grand coup de se dépêcher. Le film n'est pas fini de monter. C'est simplement l'été 2026, donc c'est très, très loin. Donc, on a un autre. Les amateurs de F1 ont un rendez-vous là, dans un an, à peu près jour pour jour, pour voir un autre film concernant la. Pas nécessairement directement la F1, mais quand même l'histoire du sport automobile au Québec. Puis d'avoir fait un petit montage vite, vite là, pour être capable de nous dépêcher quelque chose avant le film F1. Chapeau à Cadillac aussi, qui avait des publicités avant le film. Ça, j'étais là, on avait pensé à notre affaire aussi. Pour l'instant, c'est ce qui conclut notre petit volet là, cinéma puis toutes ces choses-là. Mais je trouve ça intéressant là, on a la F1 maintenant au grand écran. Mais ça nous donne ça nous donne une façon de partager notre passion avec encore plus de monde. Donc, toujours heureux de voir ça. Il n'y a pas juste le film qui a attiré l'attention cette semaine. Il y a Max Verstappen. Max Verstappen, Mercedes. Ça n'a pas arrêté les rumeurs qui continuent. George Mhm. Russell, toujours pas de contrat. Euh, Ça continue, là. Il y a des gens qui disent, ah, c'est quasiment fait, c'est quasiment signé. Euh, je sais pas combien de fois que Max va être obligé de dire que son avenir est chez Red Bull, puis c'est lui qui contrôle sa destinée, puis qu'il n'y a pas de négociation, même si lorsqu'on regarde où ce qu'on s'en va, peut-être le développement ou après un Grand Prix comme celui d'Autriche, on se dit, ben, pourquoi que Max, est-ce que, pourquoi à la place de Max, pourquoi qu'on prendrait pas le temps de regarder pour aller ailleurs? Moi, je pense que pour
l'intérêt du sport automobile pour les amateurs de F1, pour nous, je veux voir Max Verstappen dans une voiture compétitive. On veut Mhm. voir les meilleurs et capables de. On fait la même chose avec Alonso depuis quelques saisons. On veut qu'Alonso ait une bonne voiture chez Aston Martin parce qu'on veut le voir à l'avant, on veut le voir se battre, on veut voir Lewis Hamilton avoir une voiture qui peut lui permettre de rivaliser avec les autres. Fait que c'est la même chose pour lui. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui souhaitent que Verstappen ne gagne pas ou soit pas compétitif, mais je trouve que c'est un peu de la anti-F1, puis ça va à l'envers du sport. On veut voir les meilleurs contre les meilleurs. Donc je souhaite autant que ça soit chez Red Bull ou que si jamais il faisait le choix d'opter pour Mercedes ou Aston Martin dans le futur, moi, mon but, c'est qu'on ait Max Verstappen qui peut compétitionner et qui va même augmenter de la valeur au titre. Si Oscar Piastri peut vraiment gagner un titre de champion du monde en battant Verstappen dans des voitures compétitives, ça va augmenter sa valeur aussi. Même chose pour Lando Norris, même chose pour Charles Leclerc. Donc, pour moi, je regarde ça puis je me dis, si vraiment Red Bull est sur un déclin et on n'est pas capable de retrouver pour l'intérêt du sport automobile, ce serait une bonne idée qu'il soit dans une bonne voiture. Sauf que je partage l'opinion de Christian Horner qui a dit, moi, c'est 2027 que je vois que c'est important. Du côté de Red Bull, puis ça, je trouve que c'est vraiment important ce qu'on a dit là. Même Christian Horner dit que pour eux, c'est 2027 qui est entouré. Donc, c'est là qu'on a plus peur de le perdre. 2026, ça va rester une audition, puis ça va aussi acheter du temps au clan Verstappen pour regarder les autres écuries. Parce que lorsque tu as 4 titres de champion du monde et que tu es un pilote comme Verstappen, tu peux pas mal décider d'aller où tu veux, au moment Mhm. que tu veux, les gens vont te faire de la place. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, est-ce que tu partages cette opinion-là qu'il y a peut-être un sentiment d'urgence, il y a peut-être des négociations en arrière-coulisses, il y a peut-être tout ça. C'est peut-être pas juste des rumeurs ou quoi que ce soit, sauf que c'est plutôt pour 2027 qu'on regarde ça. J'avais pas cette perception-là, malgré que tu sais, je l'entends ou je le vois, cette date-là, on va dire, de 2027. Mais je te dis, tu sais, c'est tellement, tout se fait tellement vite et lent là, en même temps. Mhm. C'est que c'est lent avant d'arriver, mais quand ça se fait très rapidement. Verstappen, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête du tout. Puis, il a quand même caressé beaucoup d'idées qui peuvent l'envoyer un peu n'importe où et même peut-être prendre une année sabbatique, qui sait, là, pour passer du temps avec son bébé, faire du GT3, voir un peu comment les voitures évoluent là, en 2026 avec la nouvelle réglementation. Donc, moi, de mon côté, Verstappen a comme un peu a le gros bout du bâton parce que, un, tout le monde le veut. Puis c'est ça que je réfléchissais, c'est drôle à ça hier, c'est drôle que tu en parles parce que tu sais, c'est pas tous les pilotes qui peuvent avoir des clauses échappatoires dans leur contrat. Tu comprends-tu? C'est Oui. eux qui dictent un peu les conditions. Tandis que quand tu es un pilote qui veut un volant, ben, tu sais, ton contrat, c'est ça. Puis souvent, c'est l'écurie qui a le gros bout du bâton. Dans le cas de Verstappen, ben, il y a des clauses échappatoires en ce moment. D'ailleurs, qu'on arrive. C'est à la pause estivale, je crois, qu'il a le droit, mettons, de les appliquer. Et je crois qu'il sera en mesure, là, selon son rang en ce moment, et le rang de l'équipe au championnat, je crois qu'il sera en mesure de pouvoir s'en aller de Red Bull selon là, les statistiques qu'on a et les infos que j'ai. Donc pour Verstappen, ben, 2027, moi, comme je te dis, je ne le vois pas nécessairement. Je ne serais pas étonné que si le bateau prend l'eau, comme j'ai déjà mentionné aux côtés de Red Bull, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis de l'équipe, on n'est pas sûr pour le moteur l'année prochaine. L'auto est difficile, c'est Verstappen qui est capable de composer avec, mais si Verstappen n'était pas là, cette équipe-là, où serait-elle au championnat? On peut se poser la question. Donc, moi, je te dirais qu'à la pause estivale, je vais être un peu plus fixé sur l'hypothèse dominante ou ce que pourrait aller Verstappen, si ce n'est pas déjà confirmé, là. Puis pendant ce temps-là, George Russell, ben, il ne peut qu'attendre. Oui, lui, il ne peut qu'attendre. Lui, il est à la merci de Verstappen. Il est à la merci en piste souvent de ce que Verstappen dit ou, quand ils sont en compétition un contre l'autre, mais là, il est à la merci Mhm. aussi côté contractuel. Ça commence à chauffer. Je pense que, tu sais, Carlos Sainz a mis le doigt dessus de dire ces genres de négociations-là, ça peut causer des blessures qui sont, après ça, difficiles à réparer. J'ai Mhm. l'impression que chez Mercedes, on commence aussi à échauder nos pilotes, mais j'aime pas le côté aussi où ce que, ben, c'est encore là, c'est la presse britannique, mais il y a des gens qui voient que Russell resterait si Verstappen s'en vient, que c'est Antonelli qui viendrait écoper. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à croire que si vraiment Russell est l'homme de la situation, que c'est pas lui qui a un contrat présentement en poche. Fait que ça, ce côté-là, je pense qu'il y a du côté de la presse britannique, on veut un peu défendre le pilote qu'on aime tant. Là, on a ce côté protectionniste-là.
Mais j'ai beaucoup discuté à croire que si c'est vraiment en cas, si Russell fait vraiment partie de l'avenir de Mercedes, pourquoi on lui aurait pas donné un contrat long terme? Parce que ça fait pas si longtemps que ça que ce contrat-là lui avait été confié, puis on lui avait donné simplement 2 ans. On voulait prendre justement s'assurer de quel tournant on prendrait autour de 2026 et garder des portes ouvertes. En tout cas, c'est un dossier on n'a pas fini d'en Mhm. parler. Là. Ça fait déjà Ouais. plusieurs fois qu'on en parle. Mais il y a quelque chose que tu as touché que je trouve intéressant. Tu as dit, on pourrait se demander où Red Bull serait sans Max Verstappen. Il y a eu la déclaration de Zach Brown qui a dit que Red Bull serait probablement derrière son écurie sœur Racing Bull si c'était pas de Max. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je comprends qu'ils sont pas si loin que ça au classement. Es-tu d'accord avec ce que Zach Brown a avancé? Ben, si Verstappen n'est pas dans la voiture, ben, remarque là, tout est une question de qui aurait pris le volant, hein. Si C'est c'était, ça. mettons, un Leclerc, un Norris, un Russell, ou un Hamilton, ou même un Alonso, un pilote de premier plan, peut-être non. Mais là, on s'entend qu'à date, les Racing Bulls sont en avant du deuxième pilote Red Bull, là. Donc, Mhm. cette affirmation-là a comme un peu de vérité dedans, mais tout est une question de qui aurait conduit la voiture, mis à part Verstappen. Puis le problème, c'est ça, c'est qu'on a deux voitures chez Racing Bulls qui accumulent. On Ouais. a deux voitures probablement partout sur le peloton qui accumulent des points, là, Mhm. sauf chez Red Bull. Fait que ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand tu te bats une main dans le dos, c'est pas l'idéal là, pour remporter Ouais. des combats. Euh, une autre écurie qui se cherche, c'est Alpine. Alpine Mhm. se cherche côté performance, pas mo- il y a Ils rien de se plus. cherchent partout, hein. Ouais, ils cherchent partout. Ils cherchent du monde, ils cherchent des employés, ils cherchent c'est qui leur PDG. Quand on regarde aussi la hiérarchie au championnat des constructeurs, ben, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a gagné du temps pour le développement de la voiture. Là, on a au moins, on a réglé un problème. On a réglé le poste de directeur, là, comme on vous Mhm. l'avançait déjà il y a quelques semaines, pendant que certains voyaient Christian Horner prendre le poste chez Alpine. Ça, c'était quand même Un bien peu drôle. tiré par les cheveux. Ouais. Oui, exact. Nous, on vous avait avancé que ce serait Steve Nielsen qui serait là. Dans le Mhm. fond, il va être là dès le 1er septembre. C'est là qu'il va rentrer en poste. Il occupera le rôle de directeur occupé par Oliver Oakes. Il n'y a pas si longtemps que ça, Oliver Oakes qui a quitté ses fonctions après des accusations envers son frère. Donc, il est allé s'occuper un peu de l'entreprise familiale qui est High-Tech GP. Après ça, quand on regarde Steve Nielsen, ben, c'est quelqu'un qui roule sa bosse depuis longtemps. Lorsque tu Mhm. es dans les paddocks depuis les milieux des années 80, ben, tu en as vu des gens passer, tu en as de l'expérience. Si on se déplaçait chez lui pour aller voir son garde-robe, il y a probablement des chandails d'à peu près toutes les équipes. Il s'est promené beaucoup. Il y a un lien avec Flavio Briatore. Ils ont déjà travaillé ensemble. Comment tu vois cette nouvelle-là, toi? C'est un gars qui a de l'expérience, qui amène quelque chose. Mais déjà, je vais te faire ça plus simple. Prendrais-tu Oliver Oaks ou Steve Nielsen si c'était à recommencer? Oh, ben, c'est quoi, je dirais peut-être à Steve Nielsen, tout simplement à cause de OK? toute l'expérience qu'il apporte. Parce que, puis en même temps, ben, il y a une relation avec Flavio Briatore, hein, comme tu dis, il a travaillé chez Benetton avec lui à l'époque. Donc, Mhm. euh, je pense que c'est un candidat, un des meilleurs candidats, sinon peut-être le meilleur dans ceux qui sont disponibles pour prendre ce rôle-là. C'est parfait. Je pense que, tu sais, il y avait un gros point d'interrogation au-dessus d'Alpine. Flavio, en plus, qui assurait ce poste-là en intérim. Donc, ça prenait une décision là, rapide. On l'a eu. C'est une personne comme on s'est dit d'expérience. Écoute, il a commencé vraiment en bas de l'échelle, le gars, là. Je pense qu'au début, il conduisait des voitures pour livrer de la nourriture aux écuries, là. Puis après ça, il a Exactement. Oui. commencé avec Lotus, tout ça, Tyrrell. Bon, fait que, il a roulé sa bosse un peu partout. Il a connu beaucoup d'équipes. Je pense que ça amène beaucoup d'expérience. Puis ce rôle-là, ben, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent qui va remplir qui va faire la job, comme on dit en québécois. Donc, tu sais, Oliver Oakes aussi, quelqu'un d'extrêmement capable. Donc, entre les deux, ben, souvent, j'y vais avec l'expérience là-dedans, parce que l'expérience euh, apporte beaucoup. Hein? C'est Mhm. beau être intelligent, c'est beau comment avoir de la fougue ou quoi que ce soit, mais de la jeunesse, tout ça, mais l'expérience, tu as vécu tellement de choses, tu as vu tellement et tu connais tellement de monde que je pense que ça peut t'apporter peut-être un petit avantage en bout de ligne. Ouais, c'est quelque chose qui s'achète pas. Ouais, vraiment. Donc Steve Nielsen, pour toi, c'est une amélioration pour Alpine. Donc, c'est des Mhm. bonnes nouvelles. On va les prendre dans ce côté-là. Rumeurs qui tournent aux alentours d'Alpine. Des fois, les rumeurs font pas de sens. J'essaie toujours de trouver un côté logique à ça. On a eu Sergio Perez il y a Ouais. sur quelques mois aux alentours du Grand Prix de Miami. Je t'avais dit, on essaie de faire circuler le nom, probablement mettre un peu de pression sur Cadillac. Du côté de Valtteri Bottas, on essaie probablement la même stratégie, sauf que je trouve qu'il y a une certaine logique derrière ça, puis je t'explique la logique. Le fait qu'on Mhm. va passer au moteur, à la motorisation Mercedes à compter de l'an prochain, Valtteri Bottas a eu énormément d'expérience chez Mercedes. Il y est présentement des pilotes de réserve pour à peu près tous les écuries qui ont une motorisation allemande qui provenant de Mercedes. Donc, il y a cette connaissance-là.
à l'endroit de l'entreprise. Ça pourrait déjà être très bon pour aider l'intégration du nouveau groupe motopropulseur. Donc déjà là, je Mhm. vois un lien. Je vois aussi le lien du fait que c'est un peu mission accomplie pour Alpine. On a fait toutes nos tentatives avec nos jeunes pilotes, avec Edwin, avec Colapinto, puis j'ai l'impression qu'on a probablement eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire la dernière position au championnat des constructeurs pour avoir le plus de temps en soufflerie pour développer pour l'an prochain. Parce que ça Ouais. a changé le 1er juillet. Là qu'on a sécurisé notre place jusqu'au 1er janvier, là, on peut peut-être dire on va arrêter le niaisage, puis on va mettre un gars d'expérience là, puis là, on va commencer à bâtir du momentum pour l'année prochaine. Là, on peut l'emmener Bottas. Dans le fond, mission accomplie. On a sacrifié les points qu'on voulait. Est-ce que c'est vraiment ça l'alternative? Est-ce que c'était vraiment ça la stratégie? Peut-être que non, mais une fois que tu es rendu devant le fait accompli, que tu es rendu là, tu peux te dire, bon, on va attendre d'être sûr d'être dernier, de passer la tranche du 1er juillet. On s'assure qu'au 1er janvier, c'est ça notre temps de fleurir. On est sûr de développer la voiture de 2026 avec plus de temps que quiconque, mis à part Cadillac qui aura le même temps de développement que nous. Euh, le vois-tu comme ça? Vois-tu une logique derrière Bottas chez Alpine? J'en vois une tout simplement pour ben, ce que tu énumères là, dans le fond, je pense que c'est un scénario qu'Alpine peut-être s'est dit, écoute, on y va avec nos pilotes, de toute façon, c'est comme ça. Et si jamais ça va pas, ben, au moins, on aura l'avantage d'avoir ce temps de soufflerie-là. Mais Mhm. je pense qu'en bout de ligne, il aurait voulu que le pilote performe quand même. Cela dit, Bottas est disponible. Et on en parle justement souvent pour le siège Cadillac. Mais ça n'empêche pas que Bottas pourrait tout aussi bien être recruté par Red Bull pour prendre un siège l'année prochaine, par Alpine. Puis, tu sais, on dirait qu'on n'y songeait pas, il y a quelques semaines, voire mois, que c'était une possibilité Bottas là-bas. Mais maintenant que les pilotes ne performent pas à la hauteur des attentes, ben là, on se dit qui est disponible et qui pourrait faire le travail. Valtteri Bottas, ben, c'est un gagnant de Grand Prix. Il a prouvé sa valeur par le passé. Il a travaillé avec des écuries d'usine. Donc, c'est quelqu'un de quand même assez solide. Je pense que ça va faire bouger beaucoup de choses, hein. Ça va faire réfléchir aussi beaucoup d'équipes. C'est comme, hey, Bottas, là, on y pensait peut-être pas, mais c'est peut-être la meilleure option pour nous. Peut-être que Cadillac va vouloir le signer plus vite. Peut-être qu'Alpine va vouloir le sécuriser et dire, regarde, on t'offre un volant aussi pour l'année prochaine. Euh, il y a Paul Aaron qui est en test aussi en fin de semaine. Donc, de mémoire, il me semble que Paul Aaron est là, dans les Ouais, du essais. côté de Sauber. Il était C'est là ce ça. matin, ouais. Mais c'est quand même, c'est quand même. Attends un peu, de mémoire, Paul Aaron est quand même un pilote. Alpine, oui, c'est un Alpine, pilote c'est ça, Alpine, Paul, c'est ça. mais en Fait que, pilote de réserve. Dans le ouais, fond, c'est ça. moi, je disais qu'il était en. Il était pour Sauber en fin de semaine pour Ouais, le test, mais il ça était reste là qu'il est dans le giron Alpine. il était Donc, en mission d'espionnage aujourd'hui. c'est ça. Fait que, ouais, fait que les options solides sont pas trop nombreuses et peut-être que justement un pilote comme Valtteri Bottas, oups, ça vient à l'idée de dire, hey, on pourrait le sécuriser puis avoir quelque chose de solide comme deuxième pilote pour accompagner Pierre Gasly. Puis l'avantage que Bottas a par rapport à Perez, c'est le fait que son expérience avec les motorisations différentes. Parce que autant Ouais. les qualités que je lui donne pour aider Renault, plutôt Alpine, à progresser avec sa nouvelle motorisation, j'avais les mêmes points pour le valoriser l'ajout de Bottas dans le groupe Cadillac parce que il a des connaissances de la motorisation Ferrari dans ses dernières saisons chez Stack. Quand je dis ça, bien entendu, je suis conscient que les moteurs changent l'an prochain. Sauf qu'il y a quand même une idée de conception, une ADN de comment on fait un moteur ou les boutons, les volets, les côtés stratégiques qu'on peut faire avec la motorisation, de toutes ces choses-là. C'est pas une si grosse période d'adaptation lorsque tu as déjà travaillé avec ce genre de moteur-là. Donc, pour ça, c'est des points que Bottas peut se distinguer par rapport à son plus proche compétiteur, je dirais, là, pour sécuriser un volant, c'est-à-dire Mhm. Sergio Perez. Sauf que Bottas n'apporte pas l'argent que Perez apporte. Ça, c'est le côté. Puis là, Alpine, là, en terminant, là, je sais que c'est une nouvelle qui nous avait été. On a déjà eu des questions des auditeurs qui disaient qu'est-ce que vous pensez de Otmar Zaffanauer, un de mes noms favoris à prononcer. Ouais, hein, Euh, t'adores ça. oui, exactement. Comme quoi que il est intéressé à retourner en F1, peut-être faire une écurie ou ces choses-là. Mais là, ça a l'air qu'il y a des négociations qui étaient entamées avec Alpine pour peut-être les acheter avec peu importe, on ne sait pas encore qui supporte le projet de Otmar Zaffanauer. Mais il semblerait qu'il y avait eu des négociations qui avaient été entamées. Malheureusement pour Otmar, il les avait fait avec M. Demeo qui a décidé de quitter Hmm. en plein Grand Prix du Canada. Donc, je ne sais pas s'il doit recommencer à zéro avec le nouveau PDG, mais c'est ça. C'est quelque chose quand même à surveiller. Aston Martin a fait un autre ajout au point de vue technique. C'est Duncan Elliott qui a été 14 ans
designer avec Mercedes, donc beaucoup d'expérience, beaucoup de championnats aussi, n'importe qui vient de chez Mercedes. C'est quelqu'un qui connaît bien Andy Cowell, qui vient aussi des Flèches d'Argent. Il a commencé cette semaine après un an de période de jardinage, toujours drôle de mettre ça en Ah, français. j'adore ça, moi. C'est une expression qui est drôle en anglais aussi. Je Ouais, la gardening répète pour, leave, ouais. c'est ça, je la répète pour les gens qui connaissent pas ça. C'est lorsque tu as un contrat et que tu connais des secrets d'une entreprise, ben, on met une clause que si jamais tu décides de quitter, ben, tu dois rester un an à la maison pour pas partager des secrets. Donc, on appelle ça un an de jardinage. C'est reste chez vous, commence à faire pousser des cocombes, des fraises, des tomates. Pendant ce temps-là, les autres continuent de participer au championnat, d'apporter leur rapport, de développer des voitures, pis ces choses-là, mais toi, tu dois pas te mêler de rien. Sinon, tu pourrais être poursuivi. Pour des Mhm. moyens là, de faire ça entre les lignes, mais on se fie sur l'honnêteté et toutes ces choses-là. Il y a des clauses légales à ça. Donc, c'est ce qu'il a terminé, M. Elliott, et maintenant, depuis déjà une semaine, il fait partie de l'équipe des Verts et travaille à la conception. Ça fait encore tu sais, des bons cerveaux pour Aston Martin. Ça commence à faire beaucoup de monde. C'est fou. Oui. Lawrence Stroll passe la gratte. Tout ce qu'il peut, Sérieux. tout ce qu'il peut Ouais, avoir. Et je pense qu'il ouais. fait bien ça. Je pense qu'il fait bien ça, Ben, mais c'est beaucoup de bons pions. Je vais paraphraser Kevin, des bonnes personnes dans la bonne chaise. Là, il y a beaucoup de cerveau chez Aston Martin. Moi, ce que ça me disait, tu sais, ben, j'avais une crainte tu sais, je l'ai pas vraiment, mais à l'époque, quand Adrian Newey était chez McLaren, il n'avait pas, disons, le dernier mot. Il y avait comme trois têtes dirigeantes qui pouvaient justement apporter leur idée, puis ça avait créé un peu de conflit. Donc, c'est sûr que du côté d'Aston Martin, si Adrian Newey est là et ces gens-là sont là, ils vont travailler de concert et c'est sûr que probablement qu'Adrian Newey va toujours avoir un peu le dernier mot sur des concepts techniques. Mais je pense que Lawrence Stroll est assez intelligent pour amener des gens qui se complètent et non pas qui vont se combattre à essayer d'apporter leurs idées pour essayer d'avoir la Formule 1 la plus performante sur la grille. Puis j'aime ça, le temps de jardinage. J'ai toujours l'image d'un Adrian Newey avec un petit chapeau, des petites pinces, des petits le ciseaux, petit en train, râteau. c'est ça, en train de faire ses affaires, un petit pichet de limonade apporté par sa femme, là. Fait que à tous les coups que tu dis ça, j'ai cette image-là en tête, c'est vraiment drôle. Donc, belle acquisition pour Aston Martin, encore une fois, encourageant. J'aimerais bien voir Alonso et Stroll avoir une voiture performante dès le départ, ou sinon la deuxième année, là, mais c'est sérieusement, Lawrence Stroll est en feu pour ce qui est du recrutement et espérons que ça va porter fruit. C'est drôle, moi, l'image, là, la caricature que j'ai là, de ce que tu fais des Newey, c'est qu'il est en train de faire du jardinage, mais on voit quand même son petit, Son son petit, board, son sa petit planche à carnet. dessin, sa Ouais, planche à dessin, non, mais genre. son petit carnet rouge dans sa poche d'en arrière avec son Ouais, crayon. Tu sais, il fait du ouais, ouais. jardinage, mais il a quand même son livre prendre des notes sur Il les y a une voitures. chose que je peux te garantir, par exemple. L'honnêteté, oui, là, mais c'est sûr qu'il y a des détectives privés engagés pour Oui, oui. surveiller ces gars-là. Ah, Avec trouver. l'argent et les renseignements, là, ça doit être épouvantable, là, les espions qui doivent aller là une fois de temps en temps ou voir, là, Mais je te dirais éplucher. que dans certains cas, il y en a que c'est plus facile. Mais tu sais, Adrian Newey, qui prépare une nouvelle voiture, c'était la même chose quand on a parlé avec Simon Bachand Mhm. dans notre épisode spécial sur Jacques Villeneuve. Tu l'envoies à la maison, il y a une nouvelle réglementation qui s'en va. C'est public, ça. On les sait, c'est quoi les Ouais, nouvelles. ouais. Il n'y a rien qui l'empêche dans son bain de penser à quelque chose ou Ah non. puis de prendre des notes. Et dans le fond, il fait une voiture. Comme je disais toujours, là, puis je sais que c'est une blague, mais ça se rapproche beaucoup de la réalité de dire, il a le droit de dessiner n'importe quelle voiture qu'il Mhm, voulait, mais elle avait juste pas le droit d'être verte encore. Là, elle est mhm. verte. Là, il a le droit de mettre de la couleur dessus, mais il avait le droit de commencer déjà à tout penser à ces trucs. Ouais, il a juste pas le droit d'en parler avec l'équipe, puis C'est d'envoyer ça. ou de, tu Ouais. sais, de tester, d'utiliser quelque ressource que ce soit. Mais s'il y a des affaires chez lui dont il dispose, let's go, Il a il juste peut le besoin d'un faire. crayon et d'un livre. Tu sais. Fait que Ouais, lui, c'est ça, là. c'est ça, pas besoin des gros programmes savants pour faire ça. En terminant, un dossier qu'on a suivi de près dans les dernières semaines, puis je trouve on s'en va vers quelque chose de positif. Il y a quelques semaines à peine, on voyait pas ça. C'est la Mhm. présidence de la FIA. On a finalement, il va y avoir une élection. C'est officiel que Tim Mayer, 59 ans, veut se présenter. C'est un ancien commissaire, il n'y a pas si longtemps que ça, là, qui a été remercié il y a quelques mois, là, l'année dernière. Il est le fils de l'ancien cofondateur et directeur de l'équipe McLaren, Teddy Mayer. On parle souvent de conflit d'intérêts. Ça, c'est un conflit d'intérêts qui me dérange moins.
Le mieux, c'est de ne pas avoir de lien du tout. Mais on le dit souvent, Jean Todt avait un lien étroit avec Ah, ben Ferrari. là, Et ouais. Stefano Domenicali a un lien avec Ferrari, puis il est président de la F1 pareil. Mhm, Donc ça, c'est correct. On n'a pas de lien direct présentement. Seule affaire qui est décevant dans le cas de Tim Mayer, c'est que c'est un gars qui a été remercié parce qu'on trouvait des fois qu'il avait tendance à être un peu biaisé dans ses décisions, un peu à l'image de Johnny Herbert qui, lui, vient au début de la saison. Donc ça, c'est le côté dommage. Sauf que on va laisser quand même tu sais, la démocratie parler. Il va y avoir une élection où il va y avoir une compétition entre lui et mhm. Mohamed Ben Saliem. Tu sais, ça va faire quelque chose de plus représentatif à place qu'on reparte dans un mandat de 4 ans où tout le monde est malheureux. Si on décide de repousser le président à un autre mandat, ben, il aurait été élu en bonne et due forme. Et puis si jamais M. Mayer est capable de le détrôner, il a bien pris le temps de mentionner que ce n'était pas par vengeance qu'il allait là puisqu'il a été remercié. Bon, on peut en douter si on veut, mais je pense que ça ferait quand même son affaire de déloger le gars qui l'a délogé. Puis après ça, ben, ça pourrait devenir le premier Américain aussi à être président de la Fédération internationale de l'automobile. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir. C'est sûr qu'il y a des liens étroits peut-être avec McLaren, mais j'entends d'en avec Ferrari et tout ça. Fait que ça, je passe par-dessus Ben, ça. Moi, ça ouais, me mais ça fait dérange tellement moins. longtemps en plus, C'est là. ça, c'est ça. Tu Puis sais, lui, c'est pas lui, c'est son père. ouais, c'est ça, Oh. là. Il y a Hein. vraiment pas. Tu sais, en plein temps, McLaren a changé on va dire, de direction de Mhm. façon si drastique depuis l'époque de Ron Dennis. Puis ça, c'était après celle de Bruce McLaren et de Mayer. Donc, non, moi, je pense que c'est bien comme candidature. Ça prenait ça. Puis c'est drôle qu'on parle de ça, hein, parce qu'après qu'on en ait parlé la dernière fois, euh, j'étais comme, tu sais, on avait parlé, on disait, hey, tu sais, Ben Sulayem est très flamboyant, les autres étaient plus effacés, puis on se posait la question du nombre de mandats. Jean Todt a fait 3 mandats, puis avant Jean Todt, c'était Max Mosley, puis moi, le temps a tellement passé vite que j'avais eu l'impression qu'il y avait eu quelqu'un entre Mosley puis Jean Todt, mais non, il n'y en a pas eu, puis Jean Todt faisait comme vraiment, tu sais, il était là, mais il faisait pas la une tout le temps, Non. donc, puis que je disais, je peux pas t'en nommer des tonnes, c'est sûr, il y en a tellement pas eu, il y a eu Ballestre, Mosley, Todd, puis là, c'est Ben Sulayem. Mais ça prend quelqu'un au moins pour faire compétition à Mohamed Ben Sulayem. Moi, je pense que Tim Mayer, c'est une belle candidature à étudier, puis je suis bien content là, que ce soit pas comme un run marée là, en ce moment. Non, exactement. Puis oui, on peut faire plus qu'un mandat, comme tu le fais bien de le mentionner, Jean-Todt en a fait 3. Max Mosley était là longtemps, bien sûr. Puis mais lorsqu'on regarde ça, ben moi je trouve que on veut de la démocratie. Les gens sont pas satisfaits. Là, on parle de 5 millions que ça va coûter, cette candidature-là. Je sais pas ce qu'il va faire avec cette 5. Ouch! Ouais, c'est lui qui a dit ça, là. Il a dit Ah ouais, ça ouais! va coûter 5 millions de candidatures. Fait qu'il va faire toute une Mets-tu campagne. des affiches sur les Je poteaux de sais pas. téléphone ou Je sais pas où il va faire comme aux 5 États-Unis. millions? Il va se payer au Pro, mais je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec Vérifiable. où il va dépenser ces 5 millions-là. Mais c'est lui qui a dit ça. Ça va, pour amasser 5 millions pour la candidature, tout ça. Fait que peut-être qu'il y a un point de vue de préparer sa retraite aussi. Mais, en tout cas, ok, il va y avoir de l'argent qui va se dépenser. Il va y avoir une campagne. C'est ça. Puis le meilleur pourra l'emporter. Puis au moins, Mhm. ça va peut-être envoyer un petit message, au président présentement que t'as peut-être eu un vote de confiance, là. Peut-être qu'il n'y a pas de monde qui va se présenter contre toi ou il n'y en a pas beaucoup, mais là, quand même, là, tu vas être obligé de défendre tes points puis de faire attention pour justement rester dans les bonnes grâces du plus de membres possible. Puis d'être là pour les bonnes raisons. C'est comme tu dis, pas être là seulement pour les Kodak puis tout ça, là. D'être là Ben, pour j'espère. Puis il y a de l'expérience beaucoup. Tu sais, l'autre fois, je parlais, ça prendrait peut-être quelqu'un de l'extérieur, là, un peu moins dans le giron. Ben, tu sais, il a travaillé beaucoup en Amérique, lui, avec l'IndyCar, tout ça, Champ là. Car. Ben oui, Champ même Car, Champ ouais. Car, Donc, c'est ça. Fait c'est que ça. Ben, quand je dis Indy, là, ça oui, regroupe un peu tout ça, là. oui, oui, Mais oui. c'est ça. Donc, tu sais, moi, je pense visage frais, beaucoup d'expérience, rouler sa bosse à travers le monde. Donc, oui, ayons enfin ce combat-là à l'élection. Donc, c'est à surveiller. Inquiétez-vous pas, là. Nous autres, vous n'avez pas de problème à commencer à penser à qui voter. Nous autres, on vote pas. Il n'y a pas Non. grand monde qui va voter pour ça. Mais ça va être quelque chose à surveiller. Ça va se tenir au mois de décembre, l'élection. De mémoire, j'ai en tête le 12, là. Peut-être à confirmer. De toute façon, on va vous tenir au courant au cours des prochaines semaines, ce qui se passe, les développements dans tout ça. Mais ça va aux alentours du mois de décembre qu'on va être, les membres qui ont un droit de vote vont être invités à voter. C'est ce qui conclut notre volet actualité. Maintenant, on peut plonger dans Silverstone. C'est le 13 mai 1950, soit 75 ans déjà, où la F1 s'était réunie pour la première fois pour débuter le championnat du monde de Formule 1. Eh bien, 75 ans plus tard, aura lieu la 12e manche, déjà la mi-saison
de la saison 2025 sur le tracé de Silverstone, un tracé de 5,891 km, 18 virages, 8 à gauche, 10 à droite, 77% d'un tour se déroule à plein régime. On peut atteindre des vitesses de 354 km à l'heure. Deux zones DRS seront à la disposition des pilotes qui devront compléter 52 tours ce dimanche. Pirelli nous apporte les gommes C4, C3 et C2, soit des gommes une petite case plus tendre que la saison dernière, mais on est bien loin des C6 et des C5 qu'on a vus Mhm. à Montréal notamment ou à Imola ou ces endroits-là. C'est normal parce que le tracé demande énormément de stress sur ces pneus-là, donc on doit faire attention aux composés qu'on apporte. Mais on a quand même voulu aller un peu plus loin et aller une petite ligne un peu plus mou, un peu plus tendre. Donc, j'ai hâte de voir ça, qu'est-ce que ça va donner. De ton côté, François, je le sais déjà, mais je vais quand même tenter ma chance. As-tu une appréciation pour ce tracé-là de Silverstone? Oui, ben oui, c'est sûr. Je pense que ça ne sera pas un secret pour personne qui me connaît là, depuis le temps qu'on a commencé à faire les podcasts ensemble, les émissions ensemble, que c'est le type de circuit que j'adore pour plusieurs raisons. Un, ben, j'aime tout ce qui est la tradition, tout ce qui est historique. Je trouve que c'est un beau circuit en plus qui permet beaucoup d'action. Et c'est surtout un circuit, lorsqu'on regarde d'autres circuits qui ont été faits par après, on peut penser à Austin au Texas, où certains virages ont été copiés. Hein, Oui, fait que donc, ça en dit long sur un circuit. Puis c'est un circuit, évidemment, qui a changé quand même beaucoup depuis 1950. Pour ceux qui ne savent pas, Silverstone est un ancien aéroport qui servait lors de la Deuxième Guerre mondiale et un peu après. Donc, tout ça a été, on va dire, recyclé et pour en faire un circuit de course et il a évolué avec le temps. Donc, beaucoup d'histoires là-bas. Je trouve que c'est une belle piste pour des dépassements. C'est sûr qu'il n'y a pas des virages il y a des virages aussi serrés, on va dire, qu'à Spielberg, mais pas après une longue ligne droite, mais il y a tellement de virages rapides. En qualif, c'est spectaculaire. Puis, c'est facile de faire des erreurs et aussi de perdre des positions. Puis, il y a quand même quelques bonnes lignes droites là, pour aller chercher de la vitesse puis de l'aspiration pour faire des dépassements. Donc, en résumé, Silverstone, pardon, je sais pas pourquoi je dis ça, Silverstone. moi, Bon, ça arrive. Silverstorm, Silverstone, des fois, il y ouais, a des fois, il y a la Ben, pluie. exactement. C'est pour ça que je le disais. Merci d'avoir précisé. Mais Silverstone va être. D'ailleurs, c'est un risque pour dimanche, on en reparlera. Silverstone est un grand prix que j'adore et c'est surtout une piste aussi sur laquelle j'aime évoluer en simulateur, là. Très bon souvenir là. Et j'ai failli aller là à l'époque du GT Academy, mais on n'avait pas le droit au Québec de participer à l'époque parce que je me classais très bien, mais on n'avait pas le droit de participer. Donc j'aurais eu un cours de pilotage là-bas, mais ce n'est pas arrivé. Ah, ça fait partie de la réalité quand on reste au Québec. On n'a pas le droit de participer à rien. Hein? On Ben, a à cette toujours heure, on a le droit, mais il n'y a une... plus ce concours-là. C'est ça, on a toujours la petite clause, c'est l'Auto-Québec qui s'en Ouais. mêle là, de ça. Là, je sais Ouais. Puis je pas. suis plus assez vite maintenant, là. J'ai perdu de la vitesse, donc c'est terminé cette époque-là. 55 dépassements qu'il y a eu la saison dernière à Silverstone dans la pluie. On Mhm. se rappellera des conditions. Lewis Hamilton qui avait réussi à aller battre le Ben oui. record. Oui, c'était toute une course ça, qu'on avait eue. J'ai vu, ben, tu as vu dans la préparation du podcast que j'avais une question pour toi. Puis je trouve que Ah! là, c'est le temps de la demander. Puis c'est pas une question quiz, c'est pas rien, c'est vraiment face à l'opinion que tu as. Il y a quelques semaines de ça, je mentionnais que l'Autriche devrait toujours être un week-end sprint. Toi, je Mhm. sais que tu es un fervent amateur des week-end sprint. Très Oui. rare quand même dans les puristes, là, parce que moi, je te dirais que je suis encore un peu fermé à cette idée-là, quoique je commence à me décoincer un peu, certains pourraient dire là, que je commence Mhm. à succomber à ça, sauf que ça dépend des courses où on choisit d'emmener la formule sprint. Mais est-ce que tu trouves que Silverstone, à l'image de l'Autriche, devrait être ce genre de week-end-là où on a deux courses? Je pense, sais-tu quoi? Oui. Oui, parce que c'est un circuit qu'on aime. Je pense que les week-end sprints devraient aller sur des circuits qu'on aime et où la course est toujours normalement intéressante. Donc, Spielberg est le meilleur exemple. C'est une aberration là, de ne pas avoir ce week-end sprint-là parce que, encore une fois, la course a été bonne, là.
Donc, et oui, Ah oui. Silverstone, je le prendrais beaucoup plus qu'une place comme le Qatar, Ah, mettons. c'est le Euh, Qatar. C'est ça, je m'en ai c'est- dit. Moi, tant qu'il va y avoir le Qatar, moi, toujours essayer de trouver des remplacements. Ah Toujours dire, non, c'est ça. Le fait que oui, ouais. oui, je le prendrais bien comme week-end sprint. C'est sûr que là, il arrive tout de suite après Spielberg, mais moi, là, que ce soit 6 week-end sprint de suite ou un à chaque 3 semaines, ça change rien. Moi, la raison pour laquelle j'aime les week-end sprints, c'est juste plus de courses pour Gouletski. That's it. Mais moi, je pense que la raison pourquoi on le fait pas à Silverstone, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'une course sprint vendre des billets. Parce que c'est plein le Ouais, il y a vendredi. peut-être ça, par Ouais, exemple. Tu sais, c'est ça. il y a le côté marketing, peut-être que Spielberg aussi, mais tu sais, en même temps, on veut attirer du monde à la télé aussi, là. Exactement. Ouais. Donc, ben oui, je le prendrais bien, en sprint. Moi, c'est ça. Je trouve que ça nous donne un bon spectacle. C'est toujours plaisant. Tu veux voir les voitures aller à fond. Ça donne une course différente de celle du dimanche. Mhm. Lendemain. Puis, je me répète, mais tant qu'il va y avoir le 14 à la liste, je vais toujours essayer de trouver des endroits qui sont faciles. Puis je dirais que c'est assez simple de trouver des endroits qui se prêtent mieux à cette formule-là que le 14. Euh, Pour les améliorations pour le week-end, le volet trajectoire technique, du côté de McLaren, après le Grand Prix d'Autriche qu'on a connu, ça devrait être illégal d'apporter des améliorations à cette voiture-là parce qu'on était vraiment, vraiment dans une classe à part. Mais on a un peu, on est venu porter des petites améliorations à notre plancher. Toujours, bien sûr, pour continuer cette symbiose aérodynamique-là qu'on a sur notre voiture. On a aussi modifié un peu nos conduits d'aération pour les freins arrière, quelque chose que s'il y a une partie que ça devrait être illégal de toucher du côté de la McLaren, c'est là. Bien sûr, je fais des blagues, là. Je sais qu'ils ont le droit de modifier leur voiture, puis je suis pas obligé de m'envoyer des messages pour dire attends, ben là, faut pas les empêcher. C'est vraiment des blagues là, que je fais. Oh, Ils ont le droit de continuer de modifier leur voiture, puis c'est comme ça qu'on veut. Plus que autres, ils forcent les équipes à aller à l'autre niveau. C'est ça la F1. Il n'y a pas de limitation à ça, mis à part la réglementation qui fait qu'ils ont un peu moins de temps à soufflerie. Mais tant qu'on a des améliorations de cette voiture-là, c'est intéressant pour l'évolution du sport. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On continue aussi, même si on pense qu'on est parfait là, pour le reste du peloton, on se dirait qu'on est parfait du côté de l'aération des freins et toutes ces choses-là, mais on a quand même continué à modifier ça. Du côté de Red Bull, bien, c'est un nouveau plancher qu'on apporte. Tous les tests qu'on a fait dans les dernières semaines, voire derniers mois, ont été concluants. Peut-être pas nécessairement toujours sur les statistiques, mais du moins ce qu'on voudrait corriger du côté de l'écurie autrichienne. Donc là, on a fait une nouvelle formule de notre plancher, une version plutôt peut-être 2.0, 2.4, je sais pas on est rendu à combien, mais c'est un nouveau plancher qu'on a, donc à surveiller ce qu'on va être capable de faire. Du côté de Ferrari, on a décidé de rien emmener vraiment de nouveau, donc on n'a pas soumis quelque chose à la FIA pour dire qu'on a des évolutions, mais je voulais quand même vous mentionner, puis ça a attiré mon attention, même toi, peut-être que tu l'as vu ou c'est quelque chose que tu es capable de donner ton opinion, je suis certain, c'est de voir les petits ailerons qu'on a optés du côté de la Scuderia. Ça fait, écoute, j'exagère un petit peu, mais ça fait quasiment penser à Monza, là. On a pratiquement pas d'aileron en avant. Puis à l'arrière aussi, c'est plus petit. C'est tout un contraste de ce qu'on voit sur la Red Bull. On le sait il y a les lignes droites à Silverstone, c'est quand même mhm. important. Sauf qu'il y a des virages, il faut que ça tienne, là, puis des virages à très, très grande vitesse. Même que je trouvais ça intéressant, je regardais le point de vue technique de tout ça, tu sais, le côté ingénierie, c'est une des choses qui m'intéresse. Je vais pas dire le plus, mais c'est un des choses qui m'intéresse beaucoup, beaucoup en Mhm. F1 et le volet stratégique. Puis j'écoutais les experts qui me disaient que lorsqu'on décide de faire le plan pour nos configurations pour le circuit, en gros, c'est COPS, le virage COPS, là, Ouais, c'est ça qui détermine tout. Aussitôt que tu es capable de prendre COPS à fond, là, tu es OK. correct. Puis après ça, tu commences à construire ton plan, ta configuration autour de ça. Donc, ce qui est le primordial, c'est d'être capable de prendre cette courbe-là à pleine vitesse. Donc, pas obligé de lever le pied, rien. Aussitôt que ça colle, ben là, après ça, tu commences soit à faire des compromis aérodynamiques, donc en enlever un petit peu parce que tu dis, là, moi, je suis capable de faire coller ça avec ça, j'ai le minimum. Après ça, je vais compenser dans les autres virages. Bien sûr, il faut pas que la voiture glisse. Euh, je veux pas nécessairement te demander si peut-être t'es d'accord avec ça ou pas, mais tu comprends l'importance du virage K, parce que c'est vrai que si t'es obligé de lever pied là, ça va compromettre le reste de ton tour, là. Oui, ben en fait, en même temps, je vais situer les gens. Le virage COP, c'est là Oui, où Hamilton et Verstappen sont rentrés en contact, là. C'était la saison 2021, là. très bien fait, parce que Puis c'est sûr que les gens s'en rappellent. C'est un très c'est bon ça, exemple, ouais. donc c'est un virage extrêmement rapide. Seul, je crois, justement, moi, quand on le fait en simulation, c'est seulement dans une voiture de formule qu'on peut le prendre à plein régime. Et c'est quand même un virage, on va dire, c'est un 90 degrés, mais pas sec. C'est un 90 degrés en longueur. Donc, si tu es capable de prendre ce virage-là à fond le caisson, oui, ça met la table pour justement Maggotts, Beckett, Chapel. Et tout est une question d'équilibre parce que, oui, s'ils n'ont pas des ailerons ultra braqués, puis ils sont capables justement, comme tu dis, de prendre cops à fond, eh bien, si c'est ça on va dire, leur base pour ce
pour justement mesurer le braquage de l'aileron. Eh bien, j'imagine qu'après ça, autour, c'est ce qui donne une moyenne la plus grande. On l'a vu un peu à Suzuka, hein, Verstappen avait moins d'appui un peu, Oui. puis il y a quand même des virages rapides à Suzuka, là, si on parle des S, tout ça, et Spoon. Donc, en bout de ligne, c'est quoi qui te donne le tour le plus rapide? Et si tu es capable d'aller chercher le tour le plus rapide, exemple en qualif, puis tu te positionnes, eh bien, même si des fois tu es un peu moins vite en virage rapide, c'est pas des virages où les dépassements sont faciles à faire, là. Donc, tu vas être capable quand même peut-être de t'échapper. Donc, je pense que c'est une bonne idée, là. Je comprends pourquoi les ingénieurs iraient dans une direction comme celle-ci. Exactement. Puis moi, je dis toujours en F1, les gens mettent beaucoup d'intérêt des fois sur la ligne droite, mais je dis, il y a plus de virages que de lignes droites sur tous les circuits du calendrier. Donc, c'est Ah, ça, toujours c'est sûr. important d'être très rapide. Mais je pense que le bon mot, c'est le compromis. Le compromis de dire, je ne sacrifie pas nécessairement beaucoup de vitesse dans la ligne droite, mais je suis capable de coller, ou vice-versa. Je ne sacrifie pas nécessairement de la vitesse en virage, mais je suis capable de refaire des gains significatifs, de Mhm. récupérer lors des lignes droites. Il y a toujours aussi de dire, lorsque tu mets de l'appui, veux pas, on dit, ah, ben, ça aide à pas glisser, mais ça met aussi un stress sur tes pneus parce que toute cette charge-là que tu mets sur la voiture, la charge aérodynamique, ben, ça vient dans les pneus, ça. Donc, tu viens mettre un poids sur tes pneus aussi. Tu peux les user prématurément. Donc, c'est pas tout simple, hein. Il y a toujours, vraiment, là, je reviens avec le mot-clé compromis. C'est toujours ce qu'il faut que tu réussisses à faire lorsqu'on veut trouver une configuration gagnante. Il y a aussi des compromis à faire. Je le répète souvent, le mot revient constamment, mais de dire que est-ce qu'on dit peut-être être un peu moins rapide en qualification, mais en course, ça va être payant. C'est le genre de circuit où ce que la question se pose. Certaines écuries pourraient être tentées de dire, je ne vais pas nécessairement partir à l'avant en qualification, je vais me tenir peut-être en quatrième, cinquième position, me battre pour rester au milieu du peloton, sauf qu'en course, si t'es compétitif, on l'a vu l'année dernière, là, oui, il y a eu de la pluie et ces choses-là, mais à certains moments dans la course, on voyait les McLaren qui semblaient avoir un avantage sur les autres. Puis là, à un moment donné, on voyait les Mercedes prendre vie. C'est ce qui est arrivé qui a donné la victoire à Lewis Hamilton. C'est lui qui était le plus Mhm. rapide en piste pour la deuxième moitié de l'épreuve. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait voir au cours du week-end. Faire attention parce que dans les tests aujourd'hui, là, on a vu des écarts dans les temps des simulations de qualification, mais lorsqu'on a fait les simulations de course, on pouvait voir là, dans la même dixième près, très, très, très près, on pouvait voir McLaren, Ferrari, Mercedes et Red Bull à égalité. Ça, c'est très positif pour la course. Donc, en terminant avec la trajectoire technique, les améliorations, on disait nouveau plancher, Ferrari, les petits ailerons, ça m'a surpris. C'est rare qu'on voit ça à Silverstone, mais ça semble fonctionner parce qu'on était très compétitif. Aston Martin, c'est majeur de leur côté. On a fait un reprofilage du plancher et du couvercle de moteur. C'est simple, seulement Alonso qui avait ça lors des séances d'essai libre. Si ça fonctionne, on voulait faire un comparatif. Si ça fonctionne, on va l'ajouter à la voiture de Stroll. Du côté de Haas, on est touché aussi à la recherche de stabilité, un peu à l'image de ce qu'Aston Martin a fait. On a fait un reprofilage de notre plancher aussi. Euh, la même chose, on a décidé de donner les améliorations simplement à Ocon lors des pratiques. Donc, ça reste à voir si on va décider de les donner à Oliver Burman aussi, qui dispute un Grand Prix à domicile, Oliver Burman. Des fois, on l'oublie, hein, il y en a tellement de Britanniques Ouais, sur, là, c'est quelque chose. Il y en a quand même une bonne gang. il y en a beaucoup. Ensuite, reprofilage des clôtures du plancher. Ça, c'est du côté de Williams. Williams qui a besoin de renfort. Ça va vraiment pas bien, autant Non. fiabilité qu'en performance. Leur problème lors des derniers Grands Prix, c'est les virages rapides. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour eux autres d'arriver à la maison à Silverstone parce que des virages rapides, en veux-tu, en v'là à Silverstone. Donc, ça reste à voir. Des virages longs aussi. Ça aussi, des fois, ça peut causer des problèmes à Williams. Est-ce qu'on va être capable de tout régler avec ce qu'on a apporté? J'en doute, mais ça peut pas faire de tort. Et du côté de Saber, ben, on continue de construire sur ce qu'on a. On Oh, a wow. apporté des petits ajustements à notre plancher. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas vu Saber apporter des améliorations dans 2 week-ends consécutifs. Je dirais même, je pense, qu'ils sont rendus à 3. Ça paraît qu'il y a du nouveau sang là-bas. Jonathan Whitley, Mattia Binotto. On se tourne pas les pouces. En tout cas, je le dis souvent, mais ça commence à sentir Audi. On le voit, c'est beaucoup plus Ouais. sérieux. Les arrêts au puits, on a quitté les arrêts au puits de NASCAR. Puis je dis pas ça pour dénigrer le NASCAR. Non, on parle de longueur ici, tout le monde. Exactement. En tout cas, puis ils sont moins en NASCAR aussi, là. C'est juste que quand tu as autant de personnes autour de la voiture puis tu es là pendant 30 secondes, c'est vraiment loin d'être l'idéal, mais c'est plus du tout ça, là. On est parmi les meilleurs du côté de Stack depuis le début de la saison. Encore là, on peut dire que l'effet Jonathan Whitley se fait ressentir.
EL1, c'était l'arrivée de Arvid Lindblad Lindblad! qui était là. On l'a mis dans une Red Bull, hein? Si Oui! Yuki Tsunoda est obligé d'attendre plus de 100 grands prix pour juste avoir un essai à bord d'une Red Bull, ben lui, du côté d'Arvid, on l'a mis. J'ai été impressionné du fait que, bien sûr, il n'a pas été faire comme le jeune pilote McLaren lors du dernier Grand Prix qui s'est classé quatrième, mais quand même, c'est une voiture qui répondait pas très bien. Verstappen n'était pas nécessairement satisfait. On avait beaucoup de sous-virages, on avait des problèmes. Puis Arvin Lindblad a bien fait dans les circonstances, s'est tenu à un peu plus d'une demi-seconde de max. Puis pour vous donner un parallèle, est-ce que c'est un parallèle honnête ou pas, mais c'est le seul qu'on peut faire, c'est la même voiture que Yuki Tsunoda avait pour la deuxième séance et Yuki Tsunoda est environ à 6 dixièmes de max. Donc c'est quand même un dixième de moins pour un gars qui a 17 ans et qui a jamais piloté en F1 puis qui est là à cause d'une dérogation de la FIA. Est-ce Mhm. que c'est positif pour Lindblad? Oui. Est-ce que c'est bon pour la confiance de Yuki? Je pense pas. Non, ouais, ben, en tout cas, c'était sûr qu'on allait voir. En tout cas, si Lindblad était dans justement une Red Bull, puis c'est ça qu'on s'attendait à voir, qu'il aurait été dans l'auto de Tsunoda, parce que si on veut des informations, ce qu'on dit communément du data, là, pour ce qui est du Grand Prix de Grande-Bretagne, ben, c'est sûr que c'est l'auto de Verstappen qui va nous la fournir. Donc, ça ne m'étonne pas que Tsunoda, son auto ait été prise par Arvid Lindblad au lieu de celle de Verstappen. Et oui, ben, c'est sûr que Tsunoda, à moins de un revirement de situation incroyable, euh, c'est sûr que la pression monte de son côté. L'impression monte, c'est ça. Puis là, tu vois un jeune qui arrive. Il s'est très Mhm, bien comporté. J'écoutais les commentaires de Christian Horner. Il dit qu'ils ont été. Ils s'attendaient à ça, là. Ils sont conscients que le gars, il y a mhm, un. Bien sûr, quand tu fais les démarches auprès de la FIA pour le faire venir plus vite malgré son âge, c'est que tu as confiance envers son mhm. potentiel, mais on a dit il a quand même réussi à impressionner les gens de Red Bull. J'espère qu'il les a pas trop impressionnés pour qu'on décide de l'emmener là l'an prochain, là. Ben, en tout cas, Au moins je sais pas si t'as vu ouais, l'épisode avec Liam Lawson, là? l'épisode. En fait, Lindblad, je pense que c'était à la sortie de Chapel. Lindblad était comme là, puis Lawson arrivait à fond le caisson dans sa Racing Bull et il a dit le commentaire suivant, c'était Ah, il devrait peut-être regarder un petit peu plus dans ses miroirs. Ah, j'ai Donc, manqué ce bout-là. Ça, ouais, c'était ben ce c'est. matin. Je l'ai manqué. Ça s'est passé vite, OK? Ah, ouais, Ouais. c'est ça. Fait que Lawson, c'est ça. Ben, c'est sûr que Lawson, c'est lui qui est sur un siège éjectable présentement. Adjar fait très, très bien. Si on avait un choix à faire présentement, c'est sûr qu'on remplacerait Ouais, ouais. Lawson. Je trouverais ça dommage quand même, mais Ouais, ben il a bien fait la fin de semaine passée, fait que je oui, pense il que là, commence à se on va replacer. bâtir là-dessus, là. C'est ça, il commence à se replacer. Lewis Hamilton, qui était le plus rapide dans la première séance. Ben Oui, ouais. c'est la première séance, on vire pas fou avec ça. Mais quand même, on a frappé un grand coup du côté de Ferrari, même si on a mis moins de carburant à bord de la voiture de Lewis, même si je pense que c'est bon pour le ramener dans le Mhm. côté positif, lui donner, faire plaisir aux gens sur place. Je pense que c'était, en tout cas, du moins là, si quelqu'un a pensé dans les garages Ferrari de dire on va faire en sorte de mettre la voiture beaucoup moins de carburant, monter un peu la puissance du moteur, être sûr d'aller sécuriser le meilleur temps de la première séance du vendredi avant de commencer à construire le week-end avec des choses sérieuses. J'ai trouvé ça, c'est un bon coup. Bon coup du côté de Ferrari. Puis s'il y a un gars qui peut placer sa voiture premier, que ce soit dans des essais ou dans une course, on l'a vu même l'année dernière, c'est Lewis Hamilton en pleine confiance sur le circuit de Silverstone. Pas juste parce que c'est les partisans qui sont là pour l'encourager, mais c'est aussi un circuit qu'il connaît Ah très, oui. très, très bien. Il y a personne dans l'histoire de la F1 qui a gagné aussi souvent un Grand Prix que ce que Lewis a fait chez lui. C'est vraiment impressionnant ce qu'Hamilton. Si on veut voir tout le talent de Lewis Hamilton, tu le regardes piloter à Silverstone. C'est là qu'on peut vraiment voir l'étendue de ce que Lewis peut faire. Mais j'étais content de le voir là, dans la première séance de CD. Maintenant, la deuxième, celle qui est la plus représentative à cause du moment de la journée, à cause qu'on a déjà eu une séance, aussi on a nettoyé la piste, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'on se fie toujours plus à la deuxième séance. Eh bien, on est retourné à nos bonnes vieilles habitudes chez McLaren avec Lando Norris premier. Lando Norris qui mentionnait que pour lui, ça vaut plus que Monaco, Silverstone. Mhm. Pour lui, là, c'est son Grand Prix, c'est là qu'il veut gagner. Il échangerait sa victoire à Monaco pour en avoir une à Silverstone. Moi, je trouve qu'il a annoncé ses couleurs en fin de semaine, qu'il veut gagner. Moi, j'ai vu que Oscar Piastri, d'amour moi, part déjà sur un pas en arrière de Lando Norris parce que si la motivation est là, la confiance est là, puis en plus les résultats sont là,
je suis déjà en train de t'annoncer mes couleurs, et ma prédiction de samedi, là. Mais Lando Norris, j'ai trouvé très, très bon aujourd'hui. Puis je trouve que tout a l'air là, là. Ça peut décrocher bien vite. On le sait, là, il est fragile quand même mentalement. Mais c'était tout un temps, puis il semblait en grande confiance. Sauf que j'ai pas vu nécessairement la grosse domination McLaren qu'on voyait en Autriche, là. J'ai quand même vu, on s'est peut-être gardé une petite gêne, là. On a peut-être Mhm, caché des choses. Mais Ferrari sont dans le coup. Ferrari, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit mhm. ça. Je trouve qu'on est revenu. De ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me faisait quasiment penser à ce qu'on s'attendait en début de l'année. Il fallait attendre 12 Grands Prix ou 11 Grands Prix pour voir ça. Mais Ferrari, McLaren, c'est ce à quoi on s'attendait en début de saison quand on faisait les prédictions. On pensait que ça serait ça la compétition. Puis du moins, après 2 séances d'essai libre, je pense que c'est ça qu'on va avoir ce week-end. C'est Ferrari contre McLaren. Oui, ben, c'est encourageant de les voir là, Ferrari. Puis avec ce que tu nous as parlé de la trajectoire technique, ben, on a peut-être une explication là, sur ça. En même Mhm. temps, Leclerc, pilote très rapide. Hamilton, toujours très rapide chez lui. Je pense que j'ai entendu l'information qu'il n'aurait pas été en dehors du podium depuis 2013 à la maison. Quand même. Donc, est-ce qu'il peut poursuivre cette tendance-là? Je lui souhaite. Puis, c'est le fun de voir Ferrari, tu sais, reprendre un peu du poil de la bête. On l'avait prédit l'année dernière que ça serait une saison très paritaire, avec évidemment les McLaren comme favoris, mais que, tu sais, des fois, on verrait Red Bull, on verrait Mercedes, on verrait Ferrari. Ben, c'est sûr que ça reste des essais, mais en termes de, en termes de performance, qualif ou course, il y a un beau mélange de tout ça, là. Donc, moi, je suis vraiment pas scotché de tout ce qui se passe cette année quand même. Il y a tellement de monde qu'on veut voir en avant que lorsqu'ils sont en arrière de quelqu'un qu'on prétend voir en avant, ben, on pense qu'il est en contre-performance, mais au final, tout le monde livre un peu la marchandise, puis c'est exactement ce qu'on s'attendait l'année dernière pour la saison 2025. Ouais, puis quand on regarde, c'est sûr que là, c'est 2 dixièmes entre Leclerc et Norris, Ouais, mais il y pas a encore. grand-chose. Non, exactement, ça peut changer. Puis c'est un tour qui est quand même relativement long, celui de Silverstone. Donc, quand on dit long, ben, il y a beaucoup de place à l'erreur. Ouais, c'est ça. Il y en a tu peux en faire des erreurs à Silverstone, tu peux en faire plus qu'une. Il y en a tu peux en rater des points de corde un après l'autre, il y en a pas mal. On est loin des 10 virages, je mets les guillemets parce on se rappelle que Neuf, François, neuf! on se rappelle que François a contesté les 10 virages en Autriche, mais là, on est loin de Ouais, là. je conteste Euh, ça. c'est ça. Mais tout ça pour dire, tu sais, l'idée des ailerons que j'apportais, que Ouais, Ferrari en a mis des plus petits. Faut pas oublier maintenant qu'en F1, les ailerons ne sont plus aussi importants qu'on le disait avant, là, parce qu'on a quand même l'effet de sol, on ouais, va c'est ça. générer beaucoup, beaucoup d'aérodynamisme. Fait qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que on est tellement confiant du nouveau plancher qu'on a apporté du côté de Ferrari que maintenant on sait qu'on peut mettre la voiture un peu plus basse, qu'on pouvait pas faire en début de saison sans être disqualifié. On est confiant qu'on peut peut-être le faire, puis en plus, on sait qu'on a augmenté nos points d'aéro avec le plancher, qu'on se dit, ben, on peut faire un compromis avec nos ailerons. Mhm. C'est tellement tout en corrélation, tout un impact sur ce que tu fais. Donc vraiment, si on a du succès par le plancher, pourquoi pas qu'on pourrait oser puis mettre des ailerons plus petits. Ça reste à voir si on les aura demain, mais pour l'instant, je verrai pas pourquoi, parce que c'était concluant. J'ai aimé aussi le message de Leclerc enfin qui disait un peu de peut-être se concentrer sur la course. Donc en voulant dire qu'on ait peut-être mis les réglages à point sur ce qu'on a aujourd'hui pour la qualification et de voir aussi si on est capable justement d'être compétitif en course ou d'aller chercher un avantage en course. D'après moi, il faisait référence au fait que ses temps étaient très semblables à tout le monde. Donc de dire si on garde cette configuration-là, puis qu'on est capable d'être compétitif en qualification, puis peut-être d'aller chercher un petit avantage pour la course aussi, sans nécessairement compromettre ou ben, ça va être intéressant de voir. Là. J'ai très hâte à voir demain ce que les écuries vont avoir tiré comme conclusion de ça. Donc Leclerc, Hamilton, on vient séparer les McLaren. Donc, je le disais, Piastri, selon moi, a du rattrapage à faire, mais qu'il nous a quand même habitués dans la saison à être capable de le faire. Verstappen, lui, ça n'est un capable de faire du rattrapage. Ce qu'on voyait le matin, c'est que ça allait pas du tout pour eux. Ça s'est rendu coutume, là, on voit ça les vendredis matins. Finalement, il a réussi quand même à faire le cinquième temps. C'était beau. On voit aussi que ses temps en course étaient compétitifs. Pour l'instant, 90% du temps perdu par Red Bull est arrivé dans le virage 6 et 7. Ce Oh. que ça veut dire, c'est le secteur 2, sauf. Ouais, c'est plus lent, là. Ça, c'est les virages dans C'est les plus ça. lents qu'on a dans le, tu sais, Brooklyn puis Luffield. Donc, vraiment, le virage les plus lents du circuit, là. Puis ça met la table après ça pour Woodcock et Cops. Exactement. J'aime ça, hein. C'est-tu le fun, le fait que Silverstone, tous les virages ont un nom? Ouais, ça, Même les lignes droites. c'est. Même les lignes Ouais. droites à Hamilton, la ligne droite du hangar. Ouais. Fait que Ben, tu c'est savais que c'est le seul, Hamilton est le seul pilote à avoir une partie de Silverstone. En fait, en tout cas, à un autre pilote. Je veux dire, c'est le seul à en avoir une. Le à reste, c'est tout. Silverstone.
Ouais, à OK. Silverstone, il est le seul pilote mentionné dans le circuit dans un secteur en tant que tel. Ben avec raison, parce que dans le fond, Oh oui, s'il y a un pilote britannique qui le mérite, ouais, c'est ça. Je pense c'est que ça, mais hey, à travers le temps, on aurait pu en mettre, là. bon, oui, ah, c'est vrai, là, c'est tout. Mais, Oui, avec le nom. ouais, à Brands Hatch, il y en a beaucoup, là, donc on se rattrape dans d'autres circuits là-bas. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant. Puis même même les lignes droites sont baptisées, fait que c'est plus facile aussi à Mhm, suivre. Certains diront, ben, c'est plus mélangeant. Mais tout ça pour dire, 90% du temps qui est compromis dans le virage 6 et 7, ça va avec l'ADN de cette RB21-là, même la RB20, les virages lents, cause des problèmes des maux de tête à Red Bull. Est-ce qu'on va réussir à trouver une solution au cours de la nuit? Christian Horner semblait quand même optimiste à trouver un compromis à ça pour être sûr de ne pas venir que ça nous cause des problèmes, surtout dans la qualification, mais aussi dans la course. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voyez samedi un bon secteur 1 de Verstappen, mais un moins bon secteur 2, ça veut pas dire qu'il faut le compter nécessairement pour battu parce qu'il semblait mhm. capable de récupérer dans le 3. Mais c'est vraiment le 6-7 là, où on a des ennuis. Après ça, quand on continue dans la liste des séances de célèbres aujourd'hui, ben Antonelli, qui a été le plus rapide pour Mercedes, j'ai quand même trouvé ça intéressant Mhm. face à George Russell qui est chez lui. Septième pour Lance Stroll, je ne vais pas faire la même erreur que la semaine dernière. J'ai Non, un non, je bon vendredi. m'excuse, hein. Je Non, non, mais m'excuse pour t'avoir fait déroger de ton Gabriel Bortoleto, là, quand je vous écoutais, j'étais comme, ah, mais Martin, pourquoi tu t'es laissé influencer par moi? ben oui, ben moi je fais confiance à François Goulet. Moi, je te trouve tellement bon. Moi, quand tu parles, je t'écoute. Mais tu Euh, l'avais quand même ah ouais. prédit, puis tu sais, je te le donne pareil. Quand tu avais dit ça, j'ai fait, oh mon Dieu, qu'il avait raison, donc chapeau. Non, mais Stroll, je me suis laissé avoir un peu parce que tu Mais avais moi raison. aussi. Il était quatrième. Ah, j'ai dit, en plus, j'ai mentionné, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un bon vendredi. Mm. J'espère qu'il va réussir à bâtir là-dessus. Finalement, il a bâti absolument rien. Là, Ah, c'était aujourd'hui, tellement encourageant. c'est ça. Là, aujourd'hui, je le vois. Il n'y a pas les améliorations. Il réussit quand même à être septième. Mais je vais me garder une gêne. Donc, on va le laisser tranquille. On va dire septième. Ouais, je le Bravo, laisse Lance. tranquille. On, Surprends-nous, s'il te hein, plaît, Lance, mais c'est cette ça. semaine, on parlera pas trop de toi. On y va au jour le jour avec Ouais, notre ouais. pilote canadien. Russell, huitième. Je pense qu'on va se replacer du côté de Mercedes. Là. Puis en plus, il Mhm, annonce un peu plus frais demain. On avait quand même des bonnes températures de piste aujourd'hui, c'était assez chaud. mhm. Tu l'as parlé tantôt, tu as un peu du bout des lèvres, la pluie, un peu Oui. peut-être des possibilités de demain. 45% n'importe où dans le monde, ben, c'est 45%. 45% à Silverstone, je dirais que c'est quasiment un 95. Ouais, Parce que ben, à travers les années, on en a eu beaucoup de pluie à Silverstone. c'est Donc, ça. pour la journée de qualif, apparemment que ça devrait être correct pour la séance de qualif, mais vraiment là, que le jour de course, on aurait de la pluie. Évidemment, on veut pas un déluge où ils vont nous faire des drapeaux rouges et tout Ah ça. ouais. On aimerait juste un petit crachin pour mettre un peu, brouiller les cartes là, et voir un peu. Là. Moi, j'aime toujours une course sous la pluie, mais dans les dernières années, souvent, il pleut un peu trop. Là. Fait que juste une petite pluie le fun là, pour que ça glisse un peu. Là. Moi, ça m'aidera encore plus à apprécier mon Grand Prix de Grande-Bretagne. Et je dirais que l'année dernière, c'était le scénario parfait. Un Ouais. peu de pluie, ça arrête. Tu vois vraiment qui est capable de comprendre la Mhm. piste qui s'assèche. On l'a vu avec Hamilton, Verstappen, qui, s'il avait fallu qu'il y ait, si l'épreuve a eu 54 tours l'année dernière, c'est vraiment Verstappen qui l'aurait gagné parce qu'il s'en allait rechercher Lewis Hamilton. Mais on voyait à certains moments, là, comme je dis, des fois, c'était, le McLaren était plus vite, commençait à pleuvoir, on Mhm. voyait Lewis, c'était vraiment intéressant le Grand Prix de l'année dernière grâce à ça qui arrivait. C'était très imprévisible côté météorologique. Et ça, c'est à l'image de Silverstone, c'est pas évident. Un petit changement de vent, puis ben, c'est souvent ça, c'est très venteux, un endroit où on décide d'installer un aéroport. Normalement, ben, c'est la première Mhm. chose qu'on a de besoin, c'est de l'espace, mais surtout du vent, parce que sinon, on n'a pas grand-chose qui va décoller de là. Ensuite, après ça, Russell, on disait, bien sûr, huitième, neuvième pour Adjar, qui est toujours pas mal aperçu des top 10. Intéressant pour Racing Bulls, deux voitures. Lawson, là, mais ça semble être fini, là, le gros écart entre Adjar et Lawson. Lawson a repris confiance, donc dixième, content de le voir là. Onzième pour Albon, douzième pour Alonso. Treizième pour Gabriel Bortoleto, qui est encore probablement sur un nuage. Quatorzième pour Ocon. Quinzième pour Tsunoda, qui lui n'est pas sur un nuage pantoute. Seizième pour Carlos Sainz. Dix-septième pour Hülkenberg. Dix-huitième pour Pierre Gasly. Bouh, c'est pas bon pour ma gageure avec mon ami Non, ça va Dominique, pas c'est de bien. valeur, non. Ça va pas bien ces temps-ci. 19e pour Oliver Berman et 20e, qui reste à nommer? Franco Colapinto, qui est peut-être à son dernier Hmm. Grand Prix en F1 ou son dernier Grand Prix avec Alpine, si les rumeurs continuent d'aller de ce côté-là. Mais en tout cas, ça reste à surveiller. On va encore observer qu'est-ce que Colapinto peut faire au cours du week-end. Prédiction, la belle est. Là, c'est là qu'on je vais encore te Oui. consulter, François, parce que c'est un travail d'équipe qu'on fait ça pour notre cher commanditaire Label Est.
on veut décider qui fera la coupure ou qui la fera pas. Des fois, on y va avec une certaine surprise. On sait, hein, la Belle sont des experts de la coupe, donc ils nous aident à faire cette prédiction-là. Qu'en penses-tu si je dis que Williams, pour un autre, je sais pas si on est rendu à combien, mais qu'on va être exclu encore une fois de la Q3 en fin de semaine, malgré Euh, qu'on est en Angleterre? Ouais, Williams semble régresser, donc je serais pas surpris. Je pensais que tu allais me dire que Williams allait faire la Q1, là. J'étais comme, ah, je vais aller dans une autre direction que celle-là. Oui. Mais non, je suis d'accord que oui. Williams doivent rebondir là, de leur double abandon, là. Donc, mais ça semble pas bien aller, puis je pense qu'ils ont, en bon québécois, tiré la plug là, sur les améliorations, là, sur le développement cette année. Donc, c'est, ouais, Ben, on ça s'est augure pas quasiment bien. saboté du côté de Williams parce qu'on a perdu 20% de notre temps de développement pour la saison prochaine Mhm. avec nos bonnes performances de début de saison. Une saison qu'on disait on veut pas trop bien faire parce Hey, ça que allait bien, là. ben c'est ça, ça allait bien. Fait que là, c'est dur. On est comme pris entre les deux là, de dire ben là, on a sacrifié du temps de soufflerie parce qu'on a bien fait. Puis là, on l'a besoin ce temps-là parce qu'on a bien fait, mais on s'est comme fait rattraper par les autres ou les autres ont évolué, mais pas nécessairement nous. Ou là, on est peut-être juste dans une phase du calendrier où les caractéristiques de circuit se prêtent un peu moins bien à notre conception, là. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, si jamais on réussit à détourner notre prédiction et à avoir les deux Williams ou ne serait-ce qu'une dans le top 10, ça voudra dire qu'on a quand même travaillé sur quelque chose, qu'on a amélioré de quoi, parce que les virages rapides, on nous dit du côté de James Valls que c'est notre problème et ça pourrait, tu sais, il y en a des virages rapides à Il y a juste ça. Silverstone, c'est ça. Fait Presque que, juste ça. fait que déjà de le voir 11e Albon, je trouve que c'est positif. Sauf que Alonso, exclu du top 10 à Silverstone, j'ai comme l'impression que lui va réintégrer le top 10. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui vont venir se glisser en avant de lui. J'ose croire que Tsunoda pourrait aussi peut-être mettre sa Red Bull là. Je ne sais pas, mais en tout cas. Puis les Racing Bulls, on semblait corrects, là. On semble, tu sais, c'est Lawson, à moins d'une catastrophe à George Lawson. Donc, c'est notre prédiction label est, comme quoi que les deux Williams se retrouveront malheureusement, même si ça fait pas notre affaire, parce que c'est une grande écurie britannique, donc c'est le fun de les voir bien faire Ouais, la. à domicile en plus. Ouf. C'est pas toujours le fun. Toi, ta prédiction pour, moi je dis, j'y vais avec une pole Lando Norris. C'est bon pour le championnat, Mhm. c'est bon pour sa confiance, c'est bon pour les partisans. Faut pas compter pour battu Lewis Hamilton, jamais en Angleterre, là, il pourrait aussi faire une grosse surprise, mais j'y vais pour Lando Norris en pole. J'ai pas le choix d'y aller dans le même sens parce que Lando Norris a l'air extrêmement motivé, justement, il a les outils là, pour gagner chez lui. Puis ce que tu as dit tantôt, là, qu'une victoire chez lui vaut plus qu'une victoire à Monaco, c'est la meilleure opportunité d'aller le saisir. Puis, tu sais, Lando Norris, on peut dire des fois, ah, mentalement ci, mentalement ça, mais je me rappelle l'année dernière, quand il faisait une erreur, il rebondissait toujours le Oui. Grand Prix d'après. Là, il y a eu une très bonne course à Spielberg. Après son erreur au Canada, je pense qu'il va bâtir là-dessus. Donc, je ne serais pas surpris, moi, de voir Lando Norris en pole, Hamilton en deuxième et Oscar Piastri en troisième pour les trois premiers en qualification. Je partage ton opinion il y a une Ferrari qui va réussir à venir splitter, S'insérer. Ouais, ouais, insérer, c'est le bon mot, à ouais. venir s'insérer entre les McLaren. Puis ça va nous donner une bonne course aussi de voir ça. Juste une parenthèse comme ça, là, montrer les évolutions, des fois comment on peut changer. On est vraiment en train de changer l'ADN de Ferrari. L'année dernière, là, la Ferrari ou la motorisation Ferrari qui s'était mieux classée à Silverstone, c'était Nico Hülkenberg dans une voiture Haas. Ouch. Là, on arrive aujourd'hui avec les améliorations et tout ça, puis on voit que Ferrari, on dit qu'il pourrait peut-être être en pôle. Donc, ça montre des fois à quel point qu'on peut changer. L'année dernière, c'était pas un circuit qui se prêtait bien à notre voiture. Cette année, ça semble être le cas. Ça semble de bien fonctionner. Donc, ça va être intéressant de voir cette évolution-là. Il n'y a pas une grosse. Ben, il y a un avantage à avoir la pole position parce que c'est pas si long que ça, hein. Avant d'arriver au premier virage, là, Non. je regardais, avant d'arriver au virage 1, c'est 239 mètres. Mais après ça, c'est des enchaînements rapides. Donc, il faut positionner sa voiture à la bonne place. Mais ça peut quand même donner une bonne compétition. J'aime aussi le fait qu'on est capable de faire j'espère qu'on va le faire encore cette année, que ça va se prêter à ça. Mais les angles de caméra, peut-être que ça n'a jamais attiré ton attention, mais à Silverstone, comment c'est fait? On a comme les câbles là, avec les caméras qu'on peut Mhm. bouger en l'air. Puis ce qu'on Oui. fait, c'est qu'on est quasiment capable de nous donner en un plan de caméra le départ.
faire l'enchaînement des premiers virages. Puis c'est Mhm. encore la même caméra qui suit. On a vraiment l'impression d'être avec eux. On voit la vitesse, on voit la compétition, on voit vraiment le peloton venir. C'est quasiment comme un gros ver de terre qui vient tourner tous les virages. Mais normalement, pour les gens qui comprennent pas nécessairement ce que je veux dire, c'est que tu as certains circuits où on a différents plans de caméra parce que de la manière, l'emplacement et tout ça, mais à cause que c'est à air ouverte, tout ça, Silverstone, je trouve ça, c'est un des départs que je trouve les plus intéressants. Là, on peut se rendre quasiment jusqu'à Cops avec les caméras qui continuent de suivre le peloton, puis on voit ça aller, puis on voit vraiment la vitesse, puis vraiment, je trouve ça super le fun comme départ. Si on réussit à faire ça. L'année dernière, j'attendais ça, finalement, on a comme changé d'angle pour nous donner autre chose qui s'était passé à l'arrière, là. Mais des Ah. fois, là, quand on est capable de nous donner en un plan de caméra, c'est assez impressionnant. Ça fait un peu penser à ce qu'on voyait dans le film, là, ce qu'on réussit à nous donner dans le film de F1. Les voitures de sécurité, est-ce qu'ils sont un facteur à Silverstone? 88%, je dirais que oui. 88% qu'on peut avoir une voiture de sécurité. Voiture virtuelle, par exemple, c'est 13%. Donc, on en a moins. Ensuite, un arrêt au puits, ça coûte 19,9 secondes avec un arrêt de 2,5 secondes. Donc, 20 secondes qu'on doit sacrifier. Les Tu statistiques, des gagnes fois, un peu de temps avec l'entrée, hein, parce que tu n'as pas oui, le virage à faire, donc c'est c'est rare ça. que c'est comme ça. Un peu à l'image de Montréal, que tu sauves un peu de temps aussi quand tu reviens sans le Mhm. premier enchaînement, donc tu ressors tout de suite là. Ouais, c'est ça. Il y a des affaires, des fois, il y a des avantages à tirer. Mais c'est bon à savoir que si vous voyez en fin de semaine, là, dans la course, lorsque les voitures à l'avant du peloton veulent commencer à s'arrêter au puits ou ouvrir une fenêtre d'arrêt au puits, ben normalement, on essaie de bâtir une écart de 19 secondes avec le reste du peloton pour ne pas ressortir dans le trafic. Plus sécuritairement, on se donne un bon 21, là. Mais c'est pas comme à d'autres endroits où des fois ça peut coûter jusqu'à 25 secondes. Comme tu l'expliquais si bien, c'est à cause qu'on sauve un certain enchaînement, là. Donc, on sauve du temps à comparer de ceux qui sont toujours en piste. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter pour ce week-end de course-là, mis à part que c'est un classique, c'est le Wimbledon de la F1? Ouais, ben en fait, pas spécialement, mis à part le fait que c'est un Grand Prix qui, je crois, mérite de rester là, même si ça se discute souvent que, tu sais, il pourrait le perdre. Ah oui. Écoute, c'est un beau terrain de camping. Je sais que c'est loin là, de la civilisation, on va dire, là, mais non, je pense que Silverstone, le cachet, l'histoire de tout ça, et surtout le fait que c'est un des circuits les plus copiés et en même temps un des préférés des pilotes. Je pense que c'est un Grand Prix que je veux voir rester. J'aimerais ça qu'il prolonge le contrat un peu à la Spielberg. Puis, tu as parlé des pneus. Eh bien oui, les pneus vont être très importants. On se rappellera une course il y a quelques années où ce que tout le monde était quasiment en crevaison au Hamilton. dernier tour, là, même Bottas aussi de mémoire. Là. Ouais. Il y avait eu beaucoup de. Hamilton avait fini sur trois roues, si je me rappelle bien. Là. Ouais. Donc ça, c'est à la Gilles Villeneuve. Donc c'est à surveiller là, l'usure des pneus en fin de semaine. Mais je souhaite une bonne fin de semaine de Grand Prix à tous. Là. Ça risque d'être très excitant, surtout s'il y a de la pluie. Chose à retenir de Silverstone, fait particulier, c'est le seul Grand Prix avec Zandvoort, mais Zandvoort va quitter, qui n'a Hmm, pas d'aide gouvernementale. Ça va donner des idées à certains au Québec. Ils disent, oh, on n'a pas besoin d'impliquer là-dedans. hmm. Il y en a qui le font, mais il y en a juste un qui le fait sur 24, puis c'est Silverstone. Ils sont là depuis 1950. Donc, ça leur a pris 75 ans pour être capable de se financer eux-mêmes, là. Ben, un peu moins que ça, parce que ça fait plus longtemps qu'ils le font. Mais quand même, quand on dit, là, certains remettent en question pourquoi les Hmm. gouvernements se mettent le nez là-dedans ou que c'est pas tout le privé, ben, Ben, sur t'as 20, beaucoup. Ouais, c'est c'est gros. ça. Fait que t'as de la place pour mettre des sièges à Oui, puis Silverstone aussi. Hein. puis c'est, je veux dire, ça fait longtemps que ça existe, puis c'est Mhm, populaire, puis les choses comme ça, comme tu dis, c'est du camping, mais c'est très, c'est pas comme mhm. les nouveaux Grands Prix où on s'en va dans les centres-villes, puis t'emmènes ta tente, puis vous allez le voir, là, il y a des angles de caméra qu'on voit d'en haut, là, c'est probablement le plus gros terrain de camping que vous allez voir à la télévision en fin de Oui, semaine, parce oui, que c'est c'est immense. quelque chose. C'est quelque chose. Donc, c'est ça. C'est un peu à l'ancienne. Ça. Tu t'en vas faire, tu t'en vas dormir d'une tente. C'est pas aussi jet set que ce qu'on apporte maintenant avec Vegas, Miami. Sauf que ça reste que c'est l'ADN de la F1 au plus pur de ce l'essence qu'on veut en Formule 1 et en course automobile. C'était ça dans le temps. Tu partais avec ta roulotte puis tu allais assister à un Grand Prix ou tu partais avec ta tante puis tu passais le week-end là-bas. Bien, c'est ça. En tout cas, je te souhaite un excellent week-end de course. Je suis persuadé qu'on va en avoir un. Ça va commencer demain avec les qualifications qui risquent d'être fort intéressant. Merci encore une fois, François Goulet. Toujours un plaisir de parler avec toi, puis de discuter surtout sur des tracés comme ça aussi historiques, là. On le voit toujours que la passion se fait sentir. Donc, je te remercie et je te souhaite un excellent week-end de course. Pareillement, merci beaucoup, puis bonne fin de semaine à tous. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 4 juillet. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course en Angleterre. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook,
Instagram ainsi que X Twitter et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.